Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Olivier, randonneur expérimenté et fondateur de Trekking Fox, un magasin de matériel de randonnée spécialisé dans l'ultra léger. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai fait la connaissance d'Olivier, qui m'a partagé ses connaissances et ses excellents conseils pour alléger mon sac. À cette occasion, on a échangé sur nos pratiques, bien différentes il faut le dire. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas en faire un épisode pour vous faire profiter de cela aussi. Olivier est ce que moi j'appelle un randonneur de l'extrême, en termes de distance parcourue, en termes de météo endurée et en termes de technicité du terrain. Son avis sur la question est plus nuancé et je vous laisse découvrir ce qu'il a à partager sur la question. Salut Olivier. Bonjour Anne-Laure. Merci d'avoir accepté de te livrer au micro de Routine TV. C'est un plaisir. Alors, on va peut-être y aller crescendo pour cet épisode consacré à la rando de l'extrême. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé à randonner ? Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que depuis que je te connais, en tout cas j'ai l'impression que tu randonnes depuis toujours, quoi. Ah oui, c'est vrai d'une certaine manière. Eh bien, ce que je vais te dire va peut-être t'étonner, mais oui, j'ai commencé la rando tout petit, mais en détestant ça. Ah, parce comme moi. Que, voilà, tes parents t'emmenaient faire des marches de la Depps aussi. C'est une horreur. Hein. C'est long, voilà. 1 kilomètre. Oh, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. C'est terrible parce que pour moi, la rando, c'était... la rando, c'était des balades à la journée, mais c'est marche de la Depps et ça me plaisait vraiment pas. Donc les premières balades ont vraiment été pénibles et pendant très longtemps, je dois dire. Le seul plaisir que j'en tirais, c'était de recevoir un petit macaron, un truc comme ça. On recevait des cachets. Ouais, oui, vrai. Voilà. Ouais. Donc c'était vraiment une horreur. Et puis je me disais, mais c'est nul de faire de la rando. Et je voyais ça en plus. Je me disais que si mes parents faisaient ça de la rando, c'était parce que c'était le sport du pauvre ou un truc comme ça. Ce qui ne me gênait pas, mais je me dis, mais zut, pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire de la planche à voile ? Bref, j'ai vraiment pas aimé ça. Et puis voilà où j'en suis des années après. Ouais, c'est assez incroyable. Voilà, c'est assez que s'est-il passé entre les deux ? Eh bien, j'ai pu commencer à faire des randos alors, non plus sur des chemins balisés où il fallait suivre une étiquette qui nous disait tourner à droite, tourner à gauche, et aussi en même temps des randos dans des très beaux paysages. Je crois qu'en fait j'ai commencé à aimer la rando quand les paysages ont été super beaux. Okay. Donc je pense à des paysages du côté du Canada, ça s'est tourné aux alentours de 18, 19, 20 ans, quand j'ai pu partir non plus avec mes parents mais avec les amis. Et que c'était juste pour le plaisir. Faire, hein. Voilà. Donc, papa, maman, je vous aime beaucoup, mais j'ai préféré la rando dans un autre cadre. Voilà. Et vous avez inséré la petite graine, c'est parfait. Et du coup, maintenant, tu randonnes plutôt seul ou plutôt en groupe, du coup ? Les deux. Ma préférence va à la rando avec des gens. Mais voilà, un jour, j'ai compris que randonner seul, ça pouvait être... vraiment très chouette aussi, et donc j'ai pris le pas. C'est arrivé en fait un peu par accident, parce que j'étais en Islande. On va beaucoup parler d'Islande, je pense, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est la première année ou la première année où j'étais en Islande, et quelqu'un devait me rejoindre, et finalement ça s'est pas fait, donc je me suis retrouvé un peu embêté là, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reviens en Belgique ou pas? Puis je me suis dit, c'est bête, vas-y, essaie, va faire ce que tu avais envie de faire. Ça devait se faire à deux, mais ça s'est fait tout seul. Et c'était super. C'était vraiment la première fois que tu partais pour un trek loin, seul ? Ah oui, tout à fait. Moi, avant ça, j'avais jamais envisagé de randonner seul. En gros, c'était ça, ou rentrer en Belgique. Je me suis dit, essaye au moins, si tu n'aimes pas, dans 3 jours, tu rentreras. Et ça a été un très très bon moment. Donc je continue, mais ma préférence c'est clairement de randonner avec d'autres personnes. C'est un autre style de rando, une autre expérience. Okay. Alors du coup, je voulais t'interroger sur, parce que on a un petit peu parlé, je te connais un peu, je sais un petit peu là où tu randonnes, ce que tu fais. Et donc pour moi, je te classe dans ces randonneurs de l'extrême, mais au fond, quelle est toi ta définition de la rando de l'extrême ? Mais je pense que la notion d'extrême, le concept d'extrême, ça renvoie à quelque chose de très subjectif. Je pense qu'une chose à extrême est considérée comme extrême jusqu'au moment où on a pu la réaliser et qu'on se rende compte qu'en fait ça s'est très bien passé. Ce que je pense par exemple, c'est que, je prends cet exemple, mais pour moi réaliser une tarte au citron meringuée,
c'est extrême, parce que je ne me sens pas capable de le faire. Donc, donc chapeau à tous ceux qui parviennent à faire ce genre de choses. Moi, je n'y parviens pas. Voilà, donc oui, extrême, ça veut peut-être dire hors du commun, je ne sais pas, il faut un peu repousser ses limites peut-être. Voilà, mais je ne me considère pas comme un randonneur de l'extrême. C'est vraiment marrant, ça. pas. Mais par contre, je pense que si je regardais maintenant les randonnées que je fais aujourd'hui, avec l'œil que j'avais quand j'avais 18, 19, 20 ans, je me dirais mais quelle folie, c'est incroyable de faire ça, waouh. Voilà. Et aujourd'hui, rétrospectivement, est-ce qu'il y a 3 randos où tu peux te dire, bon là la météo était extrême, ou le nombre de kilomètres c'était extrême, ou le dénivelé était extrême, bref, ton top 3 des randos a priori de l'extrême. Mais je crois qu'on peut aller vers 3 types de randos assez différentes. Il y a eu une rando qui était vraiment extrême dans le sens où elle était extrêmement naturelle. Ça a été une très belle expérience. Mais alors c'est une rando pas à pied, c'est une rando en canoë le long du fleuve Yukon au nord du Canada. Où là, avec un ami, on a descendu le fleuve sur 750 km en croisant juste une route à un moment. Il y a un pont qui passe au-dessus, c'est le seul moment où... Il y a une petite station-service, là, c'est le seul moment où il y a un peu de tarmac. Oui. Quoi, ouais. Ou alors quand en avion passait dans le ciel, voilà. Et ça a été extrême dans le sens où c'était un bain de nature. On a vu des grizzlies, des élans, on a vu plein d'animaux. On a pêché, on a pu manger ce qu'on pêchait. Et voilà, dans une certaine mesure, c'est extrême, mais c'est pas extrême d'un point de vue technique, dans la mesure où la descente de cette rivière, de ce fleuve, se fait, ni Antoine et moi, nous y connaissions en canoë, on en avait fait tous les deux. Risque particulier, non, quoi. pas du tout. Ici, on est en bord de l'Est. Oui, c'était un peu plus tumultueux que la Lesse, hein, c'est clair, mais il ne fallait pas être un pro du canoë ou du kayak pour descendre ça. C'est l'immersion dans la nature qui était extrême. Okay. Donc ça, c'est une première rando. Et puis il y a des choses qui, oui, peuvent sans doute un peu sembler extrêmes. Sans doute que les randos en hiver dans la neige, en bivouac dans la neige, peuvent être vues comme extrêmes. Et elles le sont dans la mesure où, enfin elles peuvent l'être dans la mesure où il y a un niveau de technicité qui est beaucoup plus important. Là, on doit savoir comment faire fondre sa neige, pourquoi en réchaud à gaz ça ne fonctionne pas alors qu'il fait très froid et donc il faut utiliser des techniques particulières. Comment planter une tente dans la neige, ce genre de choses. C'est des techniques qu'il faut maîtriser. Comment se reconnaître en endroit où il y a plus de risques qu'à d'autres d'avoir des avalanches. Mais en fait, je pense que ces randos-là ne sont pas spécialement plus compliquées, mais elles peuvent être plus compliquées. Il y a juste le fait qu'on doit être au point sur une série d'éléments techniques et maîtriser une série d'éléments techniques. Comme ça, si à un moment quelque chose ne va pas, on sait comment faire face rapidement, parce que dans le froid ne pardonne pas, et voilà. C'est juste ça. Mais donc, ça demande un matériel de dingue. Oui et non. Souvent, je trouve que la rando, c'est une chose qui peut se faire avec du matériel très simple, mais du moment qu'il est bien pensé, peu de matériel bien pensé, ça permet de faire à peu près tout. Voilà, donc dans le cas de rando dans la neige, qu'est-ce qu'on emmène typiquement? C'est un matelas qui isole plus, un sac de couchage qui est plus chaud que celui qu'on emmène sur la Côte d'Azur en été, une tente qui a des arceaux un peu plus solides, parce que les vents sont plus forts d'habitude en hiver et une toile un peu plus solide aussi. Puis il faut une raquette, une pelle à neige, on part, c'est comme à la plage, on part pas sans sa pelle à sable, un château de sable. Ça pèse son petit poids, ça? Non, c'est des choses qui peuvent être très légères. En étant malin, on peut vraiment faire très très léger aussi. Je vois que mon sac pour randonner en hiver, en bivouac pour 4 ou 5 jours, en raquette, sous tente, hein, donc, pèse moins lourd que les sacs de la plupart des gens qui randonnent et il faut le dire, tu es frileux. Et je suis super frileux, voilà. Donc voilà, un autre type de rando qui peut être vu comme un peu extrême. Et là, c'est pas le côté nature qui est extrême, c'est le côté compétence technique qui doit être là. Et qui ne trouve pas à s'exercer tout le temps, mais par contre, on doit être capable de faire les choses rapidement parce que c'est une question de santé ou de survie éventuellement. Et de façon idéale, on ne se retrouve jamais dans ces situations. Voilà.
Et puis un troisième type de randonnée, c'est, oui, je pense à des longues randonnées. J'avais dit qu'on reparlerait de l'Islande. Je pense à une longue randonnée de traversée de l'Islande en solo qui, elle, était vraiment particulière parce que c'était à travers un pays où justement on ne croise absolument personne. Au niveau nature, il y a beaucoup de choses à voir, mais pas beaucoup d'animaux. Il y a très peu d'animaux en Islande. Et donc oui, partir là, je ne sais plus, ça devait faire dans les 350-400 km cette rando-là, qui était une rando faite maison, je dirais. C'est pas un itinéraire qui existe. C'est moi qui l'ai décidé, cet itinéraire. Et là, c'est le moment justement de rentrer dans un autre rythme. C'est plus chouette. On aborde la rando d'une autre manière quand on sait qu'on part pour plusieurs semaines que quand on part pour 4 ou 5 jours. Il y a moins besoin de rentabiliser absolument. Et je trouve que c'est très agréable. Ouais. Ok. Alors justement, il y a quelques semaines, j'ai assisté à une de tes présentations de randonnée en Islande. Alors j'ai trouvé super intéressante parce qu'à la fois tu rompais en fait certains clichés qu'on avait sur l'Islande. On va en reparler, genre tous les paysages sont super waouh, c'est vraiment génial. Et en même temps, tu arrivais à nous vendre un peu du rêve quand même concernant l'Islande. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire du fait de randonner par exemple 3 jours d'affilée dans un désert? Ah oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que là en plus tu étais tout seul. Oui, mais que c'est long, que ça semble très long. C'est extrême donc. Oui, c'est vrai. Alors, on va dire c'est extrêmement ennuyeux. Ouais, okay. Voilà. Oui, voilà, un autre type d'extrême. On vous présente l'ennui extrême. Oui, c'est effectivement c'est long, mais en même temps, c'est pas la partie que j'ai préférée sur la traversée. Mais ça donne aussi l'occasion de se retrouver un peu avec soi-même. Beaucoup plus que quand on est dans la nature, dans un endroit comme ceci où il y a 1000 choses à regarder partout, parce que là c'est la même chose partout. Et c'est le moment d'avoir un peu, c'est le petit moment introspection aussi, je trouve que c'est sympa, il faut être bien dans sa tête je pense à ce moment-là. Et voilà, moi je trouve que c'est chouette. On s'embête peu, on a peu l'occasion dans la vie de s'embêter, on est toujours stimulé par 1000 choses, il y a 1000 stimuli autour de nous, et puis là, tout d'un coup, on se retrouve au milieu de rien, il ne se passe rien, si ce n'est le vent, le froid, la pluie, et puis il y a nous, c'est tout. Et donc, on se retrouve un peu, c'est important de s'embêter, je pense. Alors, je dis ça, mais en même temps, je ne re-signe pas pour faire cette partie-là. Mais voilà, elle est là et il y a du bon à tirer dans tout. Okay, voilà, c'est bon ça. Dans tout, mais je ne signerai pas pour faire 15 jours d'affilée dans ces conditions-là. J'imagine. Voilà. Et qu'est-ce que tu recherches dans ces expériences donc que moi, je veux dire, j'entends que pour toi, c'est pas extrême parce qu'en fait, tu le fais et ça devient limite ton quotidien de randonner l'hiver dans des conditions de météo plus compliquées, etc. Mais qu'est-ce que tu recherches en fait là-dedans et qu'est-ce que tu trouves surtout? Ah oui, je vais revenir sur la notion d'extrême, ouais. Parce que pour moi, l'extrême peut renvoyer au fait de sortir des pratiques habituelles peut-être, mais la quête finale, c'est toujours orienté vers le plaisir. Okay, donc je vais un peu revenir sur la notion d'extrême et puis pour parler du plaisir. En fait, oui, je disais tout à l'heure que ce qui peut être perçu un jour comme extrême peut être notre normalité du lendemain. Aujourd'hui, moi, je suis adepte de rando ultra légère. Donc mon sac, il fait dans les 3 kg, 3,5 kg, tout compris. Donc réchaud, tente, sac de couchage, il y a tout dedans, doudoune. Voilà. Et en fait, ça suppose de faire des choses qui sont considérées par extrême et que moi je considérais comme extrêmes auparavant, mais qui ne le sont pas du tout. Je prends un exemple, il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à dormir sous un abri monoparoi. Donc la toile externe de la tente, si on veut. Et puis un jour, je suis en fait allé randonner avec des amis qui, eux, étaient branchés par ça. Et je me suis dit, Oli, si toi, tu te balades avec ton sac de 15 kilos derrière, tu seras derrière, effectivement, pendant longtemps, tu vas gaver tout le monde, ça va embêter les gens. Et donc, il faut faire un effort. Et donc, j'ai fait l'effort, je me suis dit, ok, je vais essayer pour une nuit. Et puis, ça a été une découverte. Ce qui, pour moi, était signe d'inconfort, le fait de dormir dans un abri comme ça, où je pensais me faire manger par les moustiques, avoir froid, je me suis rendu compte que c'était une source de plaisir. Okay. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger dans le sac parce que ça pèse 500 grammes,
versus une tente qui souvent les tentes légères font soi-disant légères font 2 kg, 2 kg et demi, voilà. 500 grammes c'est le poids d'une canette de coca et demi. Ouais, hein. c'est dingue. Et ça me semblait extrême, mais extrême dans le sens où ça allait être désagréable. Et en fait, c'est juste beaucoup plus de plaisir en journée, mais en soirée aussi. Parce qu'on se retrouve beaucoup plus en communion avec la nature. C'est-à-dire que ici, voilà, j'étais en train de bivouaquer cette nuit-ci aussi, dans le coin ici. Et en fait, j'avais juste la tente par-dessus moi. Je dormais avec mon matelas donc, qui était sur le sol. Et les herbes, les fleurs étaient aux alentours. Toi, ouais. Et c'est juste beaucoup plus agréable. Il m'a fallu des années avant de faire ce pas. Il a fallu cette fameuse rando-là où je me suis dit, allez, Oli, tu ne dois pas être en boulet pour les autres, vas-y. Et aussi, on voit davantage les animaux. C'est-à-dire que si un animal s'approche pendant la nuit et qu'on veut regarder, on ne doit pas ouvrir la zipette qui nous trahit là parce que ça fait et alors la biche est partie. Okay, pas de zipette, il suffit juste de faire le tour là, ok, le bruit vient de par là, je soulève la toile de la tente, elle est là, c'est super. Et en fait, on voit davantage d'animaux comme ça, quoi. Ouais, bon, c'est tentant, hein, même si moi j'avoue que les insectes ça me rebute un peu. Je pense qu'il faut essayer. Okay. Moi j'ai essayé un peu par la force des choses parce que je ne voulais pas être en boulet pour les autres qui allaient être en mode léger. Et j'ai juste compris que c'était davantage de plaisir depuis. Donc vraiment, je conseille aux gens d'essayer, comme pour beaucoup de choses dans la vie, il faut essayer. Voilà. Donc si je résume un petit peu ta pensée, en fait, tu recherches vraiment le plaisir et tu n'es pas spécialement en recherche ni de la performance, ni des sensations souvent associées à une pratique extrême, en fait. Oui, en tout cas, oui, je ne suis pas du tout à la recherche de la performance. Pour moi, quand je trouve un bel endroit après 10 km de marche, et que je me dis, waouh, c'est vraiment un bel endroit où planter sa tente, je la dépose là. Et à contrario... Même si tu n'as pas fait le nombre de kilomètres que tu t'étais dit que tu allais faire au départ Ah oui, mais en fait, je ne me dis jamais que je vais faire autant de kilomètres. C'est-à-dire que quand je pars, je sais que je pars dans une destination, je ne prépare pas mes itinéraires. Si ce n'est que je sais que je dois aller dans telle direction, mais souvent ça se résume à passer par telle vallée ou être au nord, aller vers le nord, vers le sud. Je m'oriente parfois juste avec l'ombre que le soleil, que je projette sur le sol, en disant ok, ça c'est le sud, c'est bon, ou le nord. Et donc voilà, je peux m'arrêter après 10 km. Et à contrario, il m'est arrivé un jour, étant toujours mu par le plaisir, lors d'une rando assez connue, de brûler les étapes. Juste parce que, après avoir fait la première étape, je me suis dit ok, c'est un endroit où on ne peut dormir qu'à certains endroits désignés. Je me suis dit non, je vais continuer, je vais aller jusqu'à la deuxième. Et puis au deuxième endroit, j'ai posé le sac sur le sol. Et après une minute, je l'ai remis sur mon truc en me disant non, je vais plus loin, c'est trop beau, il faut que je continue. Et cette journée-là, j'ai fait 50 km, ce qui était un peu beaucoup. Et pour ne rien me cacher, en arrivant, je me suis fait à manger et je suis tombé dans les pommes en m'étant fait à manger. Donc j'ai sans doute un peu forcé. Mais il n'y avait aucune recherche de la performance. Le plaisir avant tout. Moi, je crois qu'on est en rando, ma conception de la rando, c'est du plaisir. Et donc, arrêtons-nous s'il fait bon, s'il fait beau. Continuons si on a envie de continuer. Faisons-nous plaisir. Si on a envie de s'arrêter une journée entière, arrêtons-nous une journée entière. C'est très bien comme ça. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort de tous les intervenants, de toutes les interviews que j'ai faites jusqu'à maintenant. C'est ce facteur plaisir qui ressort avant tout le reste. Et je trouve que c'est un argument de poids pour dire que la randonnée, en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Chacun se fixe sa notion de plaisir. C'est hyper subjectif et c'est très bien comme ça. Je pense vraiment. Et je pense aussi que ma pratique de la randonnée, qui est la randonnée en bivouac, systématiquement, je ne dors jamais dans des refuges ou des hôtels, parfois dans des cabanes, ça oui, mais ça permet justement d'avoir toute cette liberté, d'aller plus à l'ouest ou à l'ouest, alors qu'on avait décidé d'aller dans une autre direction, de marcher 10 km plutôt que 30 ou de marcher 25 plutôt que 10, parce qu'on le sent comme ça sur le moment.
et en fait avoir sa maison sur le dos en léger et sa nourriture avec soi, avec peut-être un jour en plus par rapport au timing global qu'on s'est fixé. Ça te permet une liberté, une flexibilité incroyable. Et de se faire plaisir à chaque moment, vraiment à chaque moment. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer non plus. Voilà, ici je suis venu randonner ce week-end. Je m'étais dit qu'on annonçait du beau temps, puis je m'étais dit que voilà, si la veille ou le matin même, c'était finalement la météo avait changé, c'était du mauvais temps, je vais juste pas randonner. Okay. Faisons-nous plaisir, mais c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, je pense. C'est vrai, et au final, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Alors comme tu le sais, ce qui me tient à cœur chez Routine, c'est aussi de réfléchir à l'impact que peut avoir notre pratique sur le climat, la biodiversité, etc. Ça fera d'ailleurs sans doute l'objet d'une deuxième saison, je vous préviens déjà. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose qui te parle ? Je pense que, en fait le fait que tu dises je fais que du bivouac, j'essaye de limiter un petit peu mon impact sur les zones que je traverse, etc. Enfin voilà, je pense que tu peux... Tu as des choses à dire en tout cas sur le sujet. Oui, je peux juste parler de ma pratique. J'essaie de... Alors il y a deux choses. Il y a la pratique de la rando et puis il y a Trekking Fox aussi. Dans ma pratique de la rando, j'essaie de pratiquer ce qu'on appelle le Leave No Trace. Je ne sais pas comment on doit expliquer. Il s'agit en français, on pourrait dire, l'idée c'est d'avoir un impact minimum sur le milieu dans lequel on randonne. Mais je crois que quand on aime randonner, c'est qu'on aime la nature, et si on aime la nature, on a envie de la protéger. Je ne fais pas de feu, parce que je trouve que ça peut laisser en espace une trace, mais je n'en veux pas aux personnes qui font du feu. Voilà. Puis c'est pas mon plaisir de sentir la fumée non plus. Donc voilà, je ne le fais pas. Oui, je crois que c'est juste agréable de laisser la nature intacte, telle qu'elle est. C'est une chose qui me plaît beaucoup. Maintenant, je me questionne énormément parce que j'ai beaucoup randonné et un peu aux quatre coins du monde et je ne te cache pas que je me pose beaucoup de questions sur ma pratique. Il y a quelque chose de contradictoire à aller prendre un avion pour aller randonner au Canada, s'émerveiller devant des paysages qui sont grandioses, mais avoir brûlé une quantité incroyable de carburant en y allant, avec les conséquences que ça a. Et ce sont des choses qui me travaillent. Ma pratique a changé par rapport à ça aussi. Voilà, il m'est arrivé il y a longtemps de faire des randos, de partir dans des coins reculés avec un petit avion par exemple, et de me faire déposer quelque part. Je ne le ferai plus comme ça aujourd'hui, je pense. Voilà. C'est cool, ça me donne des idées de sujets aussi pour la suite, c'est intéressant. Et pour Trekking Fox, là il y a d'autres éléments. Trekking Fox, lui, donc le magasin de rando en mode ultra léger, lui essaie de faire attention à une série de choses. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'on peut préciser qu'en fait, tu as créé Trekking Fox suite à ta pratique de la rando. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que Trekking Fox au fond ? Ah oui, pardon, c'est bon. On va commencer par poser le cadre. Moi, je connais très bien Trekking Fox. Mais... Donc, Trekking Fox, c'est un magasin en ligne à la base, mais des gens viennent tout le temps. Tu es déjà venu, je pense. Ouais. Voilà, donc les gens qui désirent voir le matériel. J'ai monté une tente dans Trekking Fox. Ah, super. Donc, les gens qui veulent peuvent venir tester les choses. Comme c'est une approche différente de la randonnée, c'est parfois agréable de pouvoir un peu tester, poser des questions, faire son choix en voyant les choses. Mais donc, c'est un magasin qui vend du matériel ultra léger pour la randonnée, donc qui permet de faire un sac comme le mien, qui tout compris fait 3,5 kg au lieu des hors nourriture et eau, mais dedans il y a la popote, il y a le brûleur, il y a tout, au lieu des 10-15 kg qu'on trimballe souvent. Et en fait, j'ai fait le choix chez Trekking Fox de proposer donc du matériel léger, mais d'être aussi dans une approche durable. C'est-à-dire que j'essaie de privilégier des produits qui ont des labels comme le label Ecotex 100, le label Blue Design aussi. Alors, sans rentrer dans le détail, en gros, ça veut dire que ce sont des produits qui sont fabriqués en mettant un peu de crasse. On va rester généraliste sur le mot crasse. Sur le mot crasse. Donc, dans la production, ça c'est une chose importante. Des matériaux qui aussi
ne dégagent pas de crasse lors de leur utilisation, parce que moi j'aime être dans des choses qui sont clean pour mon corps aussi, et pas juste pour l'environnement. Et par exemple, aussi qui sont des duvets, pour le duvet, c'est du duvet RDS, donc c'est Responsible Down S, je ne sais plus ce que c'est, qui en fait certifie que le duvet a été prélevé sur des animaux, des canards et des oies, qui n'ont pas été élevés pour ça. Ils n'ont été prélevés qu'une fois. Donc il n'y a pas de... on ne plume pas les animaux à vif. C'est des animaux qui sont... qui à un moment sont utilisés pour leur viande aussi, et on prend leurs plumes également. Donc voilà, un jour j'étais dans mon sac de couchage et je me suis dit, mais est-ce que je suis à l'aise pour dormir dans un sac de couchage qui était une sorte de bain de sang? Je me suis dit, mais non, j'étais mal. Donc j'ai fini par revendre ce sac de couchage, ce qui ne change rien au fond du programme. Mais voilà, il a été fait. Mais je privilégie ça maintenant. Et chez moi, on ne trouve que ça. Donc, voilà. Donc j'essaie de faire attention à cela. Et le matériel est... Oui, et durable aussi, au sens propre du terme. Tu gardes ton matériel longtemps, quoi. Oui et non. Oui pour 90% du matériel et non pour 10%, je dirais. Parce que c'est clair que voilà, une popote en titane, ça dure des années, et on en est content, on la garde en une tente qu'on l'a bien choisie. En fait, et on la garde très longtemps aussi. Je dirais que oui, vraiment, c'est du matériel qui dure longtemps. Je dirais que pour les matelas, quand on va vers l'ultra léger, on en prend vraiment soin. Il faut en prendre soin. Parce qu'une manière de réduire le poids, sans rentrer sur l'ultra léger, ça pourrait être un sujet de discussion un jour, mais une des manières de gagner du poids, c'est d'utiliser moins de matière. Si on utilise des matériaux innovants comme de la fibre de carbone ou alors du titane, on a juste un matériau qui est plus léger, c'est génial, c'est le bonheur dans le sac, c'est le bonheur le soir et c'est durable. Par contre, si on va mettre moins de matière, à ce moment-là, c'est un peu moins solide. Mais heureusement, d'un point de vue solidité et poids, en fait, en utilisant des matériaux bien pensés, en étant malin dans sa manière de l'utiliser, on parvient à réduire son poids de manière significative en ayant quelque chose de beaucoup plus durable. Voilà. Et puis surtout, on part avec peu. Oui, c'est ça. Partons avec peu, mais bien, c'est sans doute la meilleure approche pour beaucoup de choses dans la vie. J'ai beaucoup à apprendre de ça. Moi, je crois que je vais bientôt avoir une cave dédiée à la rando. C'est un peu honteux, quoi. On a toujours à randonner et à apprendre en randonnant. Ouais. Moi, j'ai 2 énormes boîtes remplies de matériel qui n'est pas utilisé. Le matériel qui est utilisé, il est dans mon sac qui est à côté de toi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est toujours le même. Et puis oui, en hiver, on prend un duvet un peu plus épais. Et puis c'est bon. Impec. Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien, Olivier. J'ai la même question que je pose à tout le monde en fin d'entretien. C'est toi qui as choisi le lieu de cette interview. Où est-ce qu'on est et pourquoi ? Alors nous sommes à Furfaux, sur les bords de l'Esse, donc c'est pas très loin de Dinan. Mais je voulais qu'on vienne ici parce que en parlant d'extrême, quand j'expliquais que l'extrême ça pouvait être quelque chose de simple aussi finalement, en fait je trouve que c'est une belle illustration du fait qu'il y a des choses qui peuvent sembler extrêmes. Ça, on pourrait avoir l'impression d'être loin, d'avoir roulé jusqu'au sud de la France, je ne sais pas, et nous sommes près de Dinan. Voilà, il y a des coins qui sont vraiment très très beaux, il n'y a pas toujours besoin d'aller loin. Et on peut se faire extrêmement plaisir en faisant quelque chose de simple. On est juste là dehors avec un sit-pad pour être assis sans avoir trop mal aux fesses et on est super bien. Donc je trouvais que c'était une bonne illustration de la région. Un lieu symbolique. Ouais. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Vous trouverez tous les liens utiles en description et notamment celui vers la boutique d'Olivier, Trekking Fox. Après cet épisode, j'ai réalisé que tous les intervenants et intervenantes de cette saison avaient pour point commun la recherche du plaisir dans la pratique de la randonnée. En randonnant longtemps ou pas, en courant ou pas, et avec flexibilité ou pas, chacun et chacune a pour seule ambition de rechercher un peu de bien-être. Olivier et tous les autres intervenantes délivrent le plus beau message qu'il soit. Il suffit de mettre un pied devant l'autre pour trouver le bonheur dans notre sport. L'aventure fera le reste. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, partager
Et surtout, n'oubliez pas qu'ici, on fait de la randonnée, une routine,